Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui pour se parler de nouveau du film Dragon Ball Super Super Hero qui a pour nouvelle date de sortie au Japon le 11 juin 2022. Il s'est tenu hier, bon avec les décalages horaires du Japon etc, on va pas trop rentrer dans les détails, mais bref, hier sur la chaîne de télévision Fuji TV qui historiquement diffuse les animés Dragon Ball et également parfois ses films, TV spéciaux etc, une sorte d'événement. Événement en deux parties. Premièrement, la toute première diffusion japonaise télévisée du film Dragon Ball Super Broly. Et secondo, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, même si le film Broly est une masterclass absolue, c'est une sorte de petit encart accordé au film Dragon Ball Super Super Hero pour en faire sa promotion. Et il nous avait dit qu'une vidéo spéciale serait diffusée. Et au final, même si cet événement n'a diffusé aucun trailer et aucun teaser, enfin, d'une manière ou d'une autre, on va dire oui, il y a eu un teaser, mais qui reprenait toutes les images déjà connues. Mais attention, car il y a de nouvelles informations. Ils se sont quand même permis de glisser quelques petites news assez croustillantes sur le sujet, mais aussi ils se sont livrés à une sorte de petit jeu sur leur page Twitter, qui était là bien sûr pour leur rapporter des abonnés, pour faire de la visibilité, mais aussi pour informer et promouvoir autour du film. Ce jeu, quel était-il? Tout simplement, à chaque fois qu'il y avait 1000 RT, soit 1000 partages, une nouvelle image, un nouveau poster du film Dragon Ball Super Super Hero était révélé. Et ils ont pu aller ainsi jusqu'au 8e poster. Alors malheureusement, pas de nouveaux personnages révélés là-dessus. Je vais vous les afficher un par un, mais il n'y a pas matière à s'arrêter là-dessus, donc je vous laisse, si besoin, d'admirer, etc., de scruter un petit peu les détails, et bien je vous laisse faire pause, si besoin, et reprendre la vidéo ensuite. On a commencé par le Docteur Edo, nouveau visuel que l'on avait déjà aperçu dans ma précédente vidéo, on s'en était parlé ensemble avec le petit insecte Hachimaru, mais là c'est Edo avec sa tenue de super-héros, avec un air plus sérieux, qui se laisse quand même apprécier, même si le chara-design du perso est ce qu'il est. En tout cas, il met de plus en plus l'emphase sur lui, il semble vraiment plus que central du côté des ennemis. En parlant de ces derniers, on ne sait pas s'ils vont le rester du début à la fin du film, on ne sait pas s'ils vont se faire absorber ou non, un peu comme C17 et C18 qui l'étaient absorbés par Cell à l'époque. Gamma 1 et Gamma 2 ont été révélés, sous de nouveaux angles, en tout cas car les personnages sont bien connus. Pour rester avec des personnages plus que familiers, on a eu aussi du Vegeta. Alors autant les trois que je viens de vous présenter, Edo, Gamma 1 et 2, je les trouve plutôt classe, il faut le dire. Derrière le Vegeta, je trouve qu'il fait plutôt tâche, il est sobre, mais la sobriété n'empêche pas la qualité, et là je ne la retrouve pas au rendez-vous, et je ne la retrouve pas non plus sur Son Goku. Son Goku avec la petite particularité de faire un Kamehameha. Il y en a une qui, par sa mignonnerie, se laisse malgré tout apprécier. On en attend moins sur le côté badass de elle, à savoir la petite panne. Malgré son modèle 3D, etc., on arrive quand même à l'apprécier, on se met à la place du tonton Piccolo qui va l'accueillir chez lui, lui donner son goûter et l'entraîner ensuite, et je trouve que son visuel fait son petit effet, même si au final on l'a déjà aperçu ainsi dans le trailer. Pour terminer, le duo qui aura une plus que belle part dans ce film, à savoir Son Gohan, également un peu comme Vegeta, j'ai du mal avec ce visuel-là, même un peu comme pour Goku. La main, je la trouve étrange, les proportions, la longueur du bras me semblent mal mises en place sur ce visuel-là, je ne suis pas professionnel de l'animation ni en dessin, mais malgré tout je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Son visage également a du mal à me séduire, mais soyons également honnêtes, sa coupe de cheveux et le reste de son corps sont assez harmonieux, sont assez ressemblants à Gohan, et cette stature également est assez badass pour le personnage et assez prometteuse d'une certaine manière. Il y en a un autre qui tente de promettre de par ses visuels, c'est Piccolo. Piccolo avec sa toute dernière transformation, le potentiel libéré, qui transforme sa couleur de peau, qui la change. Elle passe du vert à quelque chose de relativement jaune. Ils ont d'ailleurs insisté sur cela durant la petite vidéo de teaser en nous disant regardez bien, il change de couleur, donc peut-être que c'est un lien avec la nature de son pouvoir. Vous savez, je vous avais fait une vidéo pour faire un lien avec Super Shenron. Certains d'entre vous m'avaient dit que c'était peut-être un peu trop, mais pourquoi pas un lien tout simplement entre Piccolo et Shenron. Les Dragon Ball virent également au jaune. Il se pourrait qu'à l'aide de Dende ou quelque chose comme ça, il n'ait pu libérer son potentiel. Enfin bon, je vous mets sûrement le lien de la vidéo qui en discutait en description si vous voulez aller un petit peu plus loin, mais on verra ce que l'avenir peut bien nous réserver. En tout cas, le présent nous réserve d'autres visuels qui concernent Gohan. Gohan avec ce qui sera a priori sa tenue et sa posture de début de film, lorsqu'il ne sera pas encore embrigadé dans des combats ou autres. On l'a déjà aperçu dans le trailer, il est plutôt en mode détente, un peu chill, scientifique, pourquoi pas. Je trouve le design réussi, même si on pourrait dire qu'il a l'air peut-être un peu chétif, un peu perdu, surtout quand on le voit de loin avec cette image-là. Mais bon, je trouve que contrairement au Gohan avec son survêtement vert ou ses habits scientifiques de l'animé, il y a un petit côté cool qui s'en dégage, un petit côté serein, assez zen, peut-être un peu père de famille aussi à ses heures, et j'apprécie cette part-là du personnage. Ce visuel nous laisse penser qu'il va aussi y avoir une sorte de transition entre ce Gohan un peu tranquille, un peu dans ses affaires, dans sa petite vie,
et le Gohan qui va devoir passer à l'entraînement et peut-être même, voire sûrement, affronter des menaces quand on le voit déstabilisé lorsqu'il va recevoir les vêtements de Piccolo. On ressent, de par ce visuel, en tout cas c'est mon interprétation, vous me direz quelle est la vôtre, qu'il va se voir affublé de tels vêtements un peu contre son gré car la situation va l'imposer, s'il y a de l'entraînement ou de la tension, de la menace, et qu'il va mal se sentir dans ses bottes au départ et se demander ce qu'il fout dans cet accoutrement-là et que quelque chose ensuite va se déverrouiller, probablement l'enlèvement de Pan. Ça me semble faire aucun doute. Et d'ailleurs, en parlant de cette situation conflictuelle, on a également la couverture du magazine V-Jump. J'avais pu hier même sur Twitter vous la diffuser en exclusivité mondiale, en fait d'une certaine manière, et je remercie infiniment la personne qui n'écoutera probablement pas cette vidéo, mais qui m'a grandement aidé à rendre cela possible. Ce visuel a bien sûr été ensuite diffusé un peu partout, et c'est tout à fait normal, l'information se propage, mais en tout cas visuel sur lequel on peut apercevoir de nouveau Gohan et Piccolo. Alors il sera difficile de trancher sur la question, surtout que ce sont des modèles 3D retravaillés en 2D, on en a déjà discuté, mais certaines discussions font l'écho que le Gohan, pourquoi pas, aurait été retouché par Monsieur Shintani en personne, et non par Monsieur Kubota. Monsieur Kubota, vous le savez, il remplace Monsieur Shintani sur le film Super Héros, notamment au niveau de la direction de l'animation, mais bon, Shintani fait quand même partie des équipes, et pourquoi pas aurait-il participé d'une manière ou d'une autre, aussi légère et infime soit-elle. On verra bien, et si tel est le cas, il sera très sûrement crédité à un moment ou un autre. En tout cas, tout cela c'était pour la partie visuelle. Ensuite, on a eu une petite vidéo de teaser, d'interview, etc. Je vous mets le lien en description, vous la retrouverez, c'est en japonais si jamais vous voulez la voir pour vous dire j'ai vécu l'événement tel que les japonais l'ont vécu sur la chaîne de télévision. Moi je ne peux pas vous le diffuser pour des raisons de droit d'auteur, mais en tout cas sachez qu'il n'y a absolument rien de nouveau en termes d'animation, de plans, de séquences qui sont montrées, c'est que du vieux qui est remixé. Ce qui est nouveau, c'est ce qui est dit dans la vidéo, ce qui est dit de manière écrite par les textes promo, et également, dans une moindre mesure, ce qui est dit par les comédiens de doublage, les CU, qui sont apparus, qui ont un petit peu discuté du film durant environ 2-3 minutes à tout casser. Alors Masako Nozawa, la voix de Son Goku, de Gohan, Goten et bien d'autres personnages, a dit que celui qui a toujours un énorme rôle, c'est Son Goku. Mais elle pense que cette fois-ci, Gohan a vraiment fait de son mieux. Et d'ailleurs, je remercie énormément Freza et dbs-france.fr pour leur traduction. Mais vous allez voir dans quelques instants qu'un complément de traduction va venir s'immiscer et épicer le tout. Mais en attendant, Toshio Furukawa, le comédien de Piccolo, nous dit que les scènes de combat et de drama ont vraiment un bel équilibre. Et la qualité des images pour ce film est vraiment impressionnante. Tout est vraiment à voir selon lui. Masako Nozawa poursuit et reprend la parole en disant « C'est pourquoi il ne faut pas manquer la moindre chose dans ce film. Je veux vraiment que vous le regardiez les yeux grands ouverts. » Pour continuer, Miyu Hirino, le docteur Edo, dit que pouvoir apparaître, tout est relatif, en tant que comédien de doublage bien sûr, il n'apparaît pas lui-même à l'intérieur du film, fort heureusement. En tout cas, apparaître dans une œuvre supervisée par Akira Toriyama, c'était vraiment quelque chose qu'il n'aurait jamais cru pouvoir être possible, et une chose à laquelle il n'aurait jamais cru pouvoir participer. Il poursuit en disant que être à la fois un membre du ruban rouge en plus d'être le docteur Edo, en tant que personne qui connaît Dragon Ball, je ne ressens que de l'excitation. Alors mes très chers de même, mini parenthèse sur ça, j'ai toujours du mal avec ce type. J'ai rien contre lui personnellement, vous savez c'est celui qui ressemble à Louis Vignac et dans le dernier panel il nous avait un petit peu gonflé avec ses airs un petit peu snobinards. Alors là il a toujours rien fait de mal, même s'il avait toujours ses grands airs, mais je peux pas gober sa dernière phrase. Déjà que les phrases de Masako Nozawa et de Toshio Furukawa ça coince un peu quand ils nous disent que c'est le plus beau film jamais vu, mais là il nous dit être à la fois un membre du ruban rouge, en plus d'être le docteur Edo. En tant que personne qui connaît Dragon Ball, je ne ressens que de l'excitation. On lui dit à ce monsieur que Dr Edo a été inventé pour le film super-héros, qu'il n'a jamais existé auparavant dans Dragon Ball. Donc dire que en tant que personne qui connaît Dragon Ball, incarner le Dr Edo c'est un truc de ouf, non, il nous prend pour des cons. Enfin bon, on va rester calme, on va passer sur Gamin avec Hiroshi Kamiya. Il nous dit que peu importe dans quel sens on le regarde, en parlant de son personnage Gamin, on ressent vraiment que c'est un perso de Toriyama. Et il est vraiment heureux qu'on lui ait confié un tel personnage. Inévitablement, il était très excité, tout n'était que positif pour lui. Donc il a accepté sans aucune hésitation le rôle, et c'est vraiment merveilleux. Les Gamma, c'est comme les Twix, jamais un sans deux, et du coup Gamma 2, interprété par Mamoru Miyano, il nous dit que comme son personnage a beaucoup d'affrontements avec Piccolo, ça en révèle un petit peu sur le film, beaucoup d'affrontements entre Gamma 2 et Piccolo, c'est acté désormais. Il nous dit alors qu'il a fait en sorte que dans ses échanges verbaux avec lui, la personnalité de Gamma 2 ressort. Et il y a vraiment mis beaucoup d'énergie, de manière à ce que l'on ressente aussi sa joie au travers de l'écran. Par conséquent,
il souhaite vraiment que l'on porte une grande attention sur ce combat, Gamma 2 contre Piccolo. Alors, c'est bien beau tout ça, mais me direz-vous, ces fameuses épices que je vous ai promises, pour le moment on n'en ressent pas trop le goût. Eh bien, tournons-nous du côté des écrits à l'intérieur de cette vidéo promotionnelle. Et cette fois-ci, je remercie DBS Chronicles pour ses traductions. Il est commencé par nous répéter que, en tout premier lieu, il faut savoir que l'histoire se déroule sur la planète Terre. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, il nous montre Goku sur la planète de Beerus en train de foncer. Il y a un petit paradoxe entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils disent. Il y a sûrement une petite astuce à l'intérieur du scénario qui va expliquer cela. Ils nous disent également, à double reprise, c'est écrit à l'écran, que les lieux dans lesquels vont se dérouler ce film, c'est la Terre après la bataille féroce contre Broly. Mais que la paix ne va pas durer pour très longtemps. Alors là, il y a quelque chose de très important concernant la chronologie. Où se situe ce film dans la chronologie Dragon Ball? Est-ce qu'ils viennent de dire à l'instant que les arcs Granola et surtout Moro auparavant n'ont pas lieu d'être, n'ont pas existé, qu'ils est là pour nous faire patienter comme des petites croquettes en attendant le plat de résistance, et que d'une certaine manière, même certains éléments du manga ne seraient pas canon, ne feraient pas partie de la chronologie de Dragon Ball? Alors peut-être, mais attention, parce que les termes qui ont été donnés ici restent quand même sujets à interprétation. Je trouve qu'ils ne sont pas assez explicites. Ils nous disent que ce film super-héros se déroule après Broly, après la bataille face à Broly. Mais il n'est dit nulle part que ça se déroule juste après. Et d'ailleurs, pour preuve, Pan a grandement grandi. Je rappelle que dans l'arc Moro, qui se déroule déjà après Broly, Pan est toute bébé. Vous avez un visuel à l'écran qui le prouve. Étant donné que là, elle tient sur ses deux jambes et est même capable de se battre et qu'elle a bien grandi, elle est même au jardin d'enfants, ce film se déroule, chronologiquement en tout cas, bien après Moro. Et même pour double preuve à cela, les producteurs, M. Hayashida et M. Yoku, disaient lors d'un panel de manière officielle, affirmative et explicite que ce film se déroulait après Broly et qu'il se déroulait après Moro, mais que concernant l'arc Granola, ils ne souhaitaient pas répondre pour le moment, en vous précisant que ce moment datait d'il y a quelques mois déjà. Donc les théories, parce que je les ai vues passer sur internet, qui disent que ce film super-héros éclipserait, effacerait totalement, comme par magie, les arcs Moro et Granola, me semble erroné, étant donné que les producteurs eux-mêmes les ont mentionnés, et on dit que ça se déroulait après. De plus, cette théorie qui tourne sur les réseaux dit que comme le film super-héros était déjà en cours d'écriture par Toriyama en 2018 lors de la sortie de Broly, le film, alors il n'avait pas vraiment en tête Moro et encore moins Granola, et donc il a fait son histoire sans ça. Alors c'est intéressant, mais c'est faux, parce qu'au moment où Toriyama travaillait sur le film super-héros, il travaillait sur l'arc Moro. L'arc Moro était sorti également au moment de la diffusion cinématographique de DBS Broly. Donc, à grand minima, Akira Toriyama avait entre ses mains les clés de l'arc Moro. Donc cette théorie-là n'a pas de sens non plus. Également, reprenons la phrase, le sens étymologique des mots. Il est écrit que ce film super-héros se déroule après Broly. Ok, mais comme je l'ai dit juste avant, ça ne veut pas dire qu'il se déroule juste après, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé entre. C'est comme si je vous disais, le film super-héros se déroule après le tournoi du pouvoir. C'est comme si je vous disais que le film super-héros se déroule après Battle of Gods. C'est comme si je vous disais que le film super-héros se déroule après l'arc Cell ou après Piccolo Daimao. Ben oui, c'est une vérité. Dans l'histoire, dans la chronologie, ça se déroule après. Mais ça n'exclut pas la possibilité qu'au milieu, il y ait eu quelque chose. Donc j'ai des craintes par rapport à cette phrase, parce que s'il compte annihiler totalement ce qui s'est passé dans les arcs Moro et Granola et faire comme si le manga était une sorte de casse-dalle, qui est une sorte de filler version manga, et que ça n'a jamais existé, que les évolutions de Goku, de Vegeta, que les menaces qu'ils ont rencontrées, leurs entraînements, pas d'ultra instinct, pas d'ultra ego, en tout cas un ultra instinct un peu primitif et un ultra ego qui n'existe même pas, ça serait jouer un jeu très dangereux, et je trouve que ça serait réellement prendre les fans, les lecteurs, pour ceux qui ne sont pas, à savoir des ânes. Donc ce que j'espère dans ce film super-héros, vous allez voir, mes espoirs ne sont pas très élevés. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de l'ultra instinct parfait et je ne sais quoi, ou encore de l'ultra ego dans tous les sens, non. Mais au moins que ça ne vienne pas contredire ce qui a eu lieu, qu'ils ne font pas comme s'il y avait eu la paix entre Broly et super-héros, car le manga nous a démontré que non. Sinon pourquoi le lire si cela n'existe pas? Ça ne vaudrait pas mieux que les épisodes sur Potafeu ou Watagash dans l'anime DBS. On les jetterait à la poubelle et on y reviendrait presque plus jamais. Donc à la limite, s'ils veulent pas s'embêter avec ça parce que c'est du côté de Toyotarou qui sont pas assez concertés, que l'arc Granola n'existait pas au moment où ils ont fait le film super-héros, pourquoi pas laisser tout cela caché sous le tapis, le temps que l'anime, un prochain film, la suite du manga puisse reprendre le flambeau, un peu comme ils l'ont fait dans le film Dragon Ball Super Broly. On a tous été plus ou moins interloqués par le fait qu'il n'y avait pas de SSJ Blue Kaioken
et surtout par le fait qu'il n'y avait pas de SCJ Blue évolution du côté de Vegeta et qu'ils sont directement passés du Blue à Gogeta. Je pense qu'il faudrait s'attendre à cela dans le film super-héros, c'est-à-dire évincer temporairement, ni vu ni connu, sans contredire le fait que cela existe, sans les annuler, les nouvelles évolutions psychologiques et physiques de Goku et Vegeta. Ça me semble être la meilleure option. Enfin, la meilleure option pour moi, ça serait de reprendre tous les éléments du manga, envoyer de l'Ultra Ego, etc. Mais si vraiment ils ont un besoin de temporiser, cette solution que je viens de citer me semble agréable, et encore mieux si, comme les trailers le suggèrent, que Goku, Vegeta et Broly ne se joignent pas à l'histoire sur Terre, qu'ils fassent leurs petites affaires chez Beerus tout au long du film, et comme ça, durant leur entraînement, Whis ou je ne sais qui leur dira de ne pas se transformer, comme ça, un petit peu en douce, ça pourra passer, on se posera pas trop de questions, même si ce serait un petit peu gros, mais je pense que la pilule pourrait être avalée avec un petit verre d'eau. Donc également, je vais pas citer des noms, mais faites attention, j'ai déjà vu sur internet de drôles de choses, Twitter, YouTube, etc. J'ai vu des gens, et même des gens sérieux, des informateurs, etc., en train d'affirmer, simplement sur la base de cette phrase, que le film super-héros se déroulait juste après Broly, que Moro et Granola n'avaient pas lieu. Non, ça n'a pas été dit, comme vous l'avez vu à l'instant. Faites attention, j'ai vu des miniatures de vidéos, des posts Twitter en disant que ce n'était pas canon, que Moro n'existait pas. J'ai vu une miniature de vidéo qui marquait DBGT 2.0 pour Dragon Ball Super, super-héros. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ces gens-là ne sont pas tous d'accord entre eux. Certains vont vous dire que c'est le manga qui n'est pas canon vu que super-héros le zappe, et d'autres se permettent de dire que ça serait le film super-héros qui n'est pas canon car au final c'est la trame du manga qu'il faut suivre. Donc pour le moment, prudence, quelques pas de recul, on se détend, on va pas sauter à pieds joints là-dedans, on va voir selon l'évolution de la situation, manga, film, tout est canon pour le moment. Et d'ailleurs, pour reprendre une énième fois les propos de monsieur Akio Yoku et de monsieur Noihiro Hayashida, les producteurs exécutifs du film, ils ont dit de leur propre bouche que le film était canon, il faisait partie de la chronologie Dragon Ball. C'est d'ailleurs au même moment qu'ils nous ont dit que ça se passait après Broly, après Moro, et qu'ils ne souhaitaient pas répondre pour le moment concernant Granola. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi ils veulent pas répondre par rapport à Granola, peut-être parce que ça faisait pas partie des plans de l'époque, ou peut-être que l'arc Granola va nous gratifier d'une ellipse, c'est-à-dire un bond de plusieurs années dans le temps, même après l'arc super-héros. Pourquoi pas, ça serait intéressant. En tout cas, mes très chers devins, je relance ce petit message que je vous avais déjà transféré il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube, et vous étiez assez nombreux à l'écouter, je vous en remercie, concernant le fait de ne pas trop céder à l'émotion, à ne pas trop s'emporter, à temporiser, à réfléchir aux informations que l'on voit et que l'on entend. Ce n'est pas parce qu'il est affirmé à tout va qu'un truc est canon, pas canon, etc., que ça l'est ou ça l'est pas. Si vous êtes vraiment intéressé et fan du sujet, n'hésitez pas à double, triple, quadruple sourcer une même information pour avoir peut-être divers sons de cloche, divers points de vue de la même information. N'hésitez pas, comme je le fais, à checker les sources que je vous fournis toujours. Je mets vraiment un point d'honneur à cela dans mes descriptions de vidéos. Vous avez beaucoup de choses. Les vidéos précédentes, les informations un petit peu techniques comme les musiques, miniatures, etc. Et puis il faut que les artistes soient crédités. Vous avez aussi des pages de soutien comme le Utip, j'affiche les fichiers sources tels quels sans les modifier dans mes vidéos, et vous avez les liens en description pour vous y rendre directement et juger de vos propres yeux. Comme ça, vous pouvez de vous-même rétablir la réalité des choses. Vous entendez mon son de cloche, la manière dont je peux relayer une information, comme telle ou telle personne peut également vous la relayer. Peut-être que toutes les versions sont bonnes, peut-être qu'il y en a une qui est défaillante, allez savoir. Et justement, déjà en écoutant plusieurs, ça peut vous aider, mais en checkant les sources de vos propres yeux lorsqu'il y a un doute, ça peut permettre de déverrouiller une réflexion et d'arriver à une conclusion qui sera des plus bénéfiques. Avant de définitivement clôturer cette vidéo-là, je tenais à vous faire un tout petit point sur le cas de Cell. Si vous avez vu ma vidéo d'avant-hier, je vous en remercie du fond du cœur, vous étiez là pour découvrir le nouveau personnage de Hachimaru. Hachimaru, vous l'avez sur cette image-là, il est uniquement en bas à gauche. Juste au-dessus de lui, en haut à gauche, c'est le robot insecte du Dr Gero à l'époque, de Dragon Ball le manga ou DBZ l'animé. En haut à droite, je vais pas vous faire l'affront quand même de vous dire que c'est Cell. Et en bas à droite, faites attention parce que là aussi, dans le côté un petit peu fake, grand spectacle et tout ça, c'est un fanart. Il y en a beaucoup. C'est un fanart lié à Hachimaru. Parce que comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de découverte de Hachimaru, il se pourrait qu'il soit représentatif du visage qu'aurait cette hypothétique, car il n'est pas encore confirmé, Cell 2.0 qui pourrait sortir du cocon. Tout comme l'insecte du Dr Gero avait la même ganache que celle première forme. Et donc certaines personnes s'amusent soit à dessiner la première ou la forme finale de Hachimaru ou du Cell 2.0 qui ressemblerait à Hachimaru, mais pour le moment, ce ne sont que des fanarts. La plupart sont crédités en tant que tels, mais vous connaissez internet, il y a toujours des détournements, et je tenais à vous prévenir et à vous rassurer, ne vous en faites pas, dès qu'il y aura une news de ce type-là, de ce gabarit-là, que ça soit ma page Twitter, ma page YouTube, vous y êtes déjà, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche.
vous serez informé en temps réel. Une vidéo viendra vous informer, sourcée, détaillée, nuancée, avec une prise de recul, je l'espère, nécessaire et suffisante. Comme ça, on évite de se faire berner par les fakes et on peut pleinement croire aux bonnes informations quand elles nous parviennent. D'ailleurs, restez vigilants. Cette fin de semaine, mais surtout semaine prochaine, devrait débarquer pas mal d'infos sur ce film, pas mal de révélations de personnages secrets et autres devraient se faire, Magazine Weekly Shonen Jump, certaines interviews nous sont promises également, au nombre de 3, on va surveiller tout ça de très près, je serai là pour vous informer, et j'espère que vous serez là pour partager ces moments ensemble, merci vraiment pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus si le cœur vous en dit, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.